Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Ombline de Ternay. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Jean-Marie Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur aux côtés de Claude Michaud d'un ouvrage intitulé « Comment la confiance vient aux princes ? Les rencontres princières en Europe, 1494-1788 », publié aux Presses universitaires de France. Vous livrez une analyse détaillée de pas moins de 3344 entrevues entre princes. Alors, les princes, à l'époque moderne, sont les garants de leur territoire et de leur souveraineté. Les rencontres sont à la fois un temps d'affirmation et de représentation. Mais à l'inverse, elles peuvent aussi être synonymes de vulnérabilité. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une rencontre princière à l'époque moderne ? Alors on a entendu par rencontre, entrevue, audience, toutes circonstances dans lesquelles un ou plusieurs princes se rencontrent, c'est-à-dire se voient, ont des pourparlers, discutent. Alors, les rencontres peuvent être de nature différente. Certaines sont liées à des rassemblements, par exemple les diètes en Allemagne. Elles peuvent être liées aussi à des congrès qui peuvent être adossés à certaines cérémonies. Par exemple, le couronnement de Charles Quint a vu affluer à Bologne en 1530 un grand nombre de princes qui étaient venus chercher une investiture ou essayer de négocier avec lui. Vous avez donc des rencontres comme ça qui sont de véritables congrès princiers. Vous avez aussi dans les rencontres tout ce qui est investiture par un souverain de ses vassaux. Par exemple, un certain nombre d'électeurs allemands, de ducs allemands doivent venir à la diète pour recevoir l'investiture de la part de l'empereur. Mais il y a aussi les rencontres qui peuvent avoir lieu lors d'une bataille, lorsque les princes vont être affrontés l'un face à l'autre, le plus souvent d'ailleurs côte à côte, parce que plusieurs princes peuvent participer à une même bataille. Et puis il y a toutes les rencontres qui sont un peu des rencontres fortuites, à l'occasion de leur itinérance, de leur déplacement, lorsqu'ils passent en quelque sorte dans une ville, où il y a un prince souverain, il cherche à le rencontrer et il demande donc une audience. Et c'est à l'occasion des voyages, à l'occasion du grand tour, à l'occasion d'un voyage par exemple pour aller dans une station thermale, qu'ils vont être conduits à se rencontrer sur le chemin, voire à se retrouver dans des stations thermales, que ce soit à Spa ou dans certaines stations thermales du nord de l'Italie. Donc on voit bien qu'il y a une diversité des situations, des occasions de rencontres. Alors, qui peut être vraiment considéré comme un prince lors de ces rencontres ? Alors ça, c'est un choix arbitraire que nous avons fait, parce que le terme de prince, effectivement, recouvre des réalités très différentes. On peut parler en France, par exemple, des princes du sang, on peut parler en Espagne des grands d'Espagne, on peut parler des princes romains. Nous avons décidé de ne prendre que les princes titulaires de la souveraineté ou d'une supériorité territoriale en Allemagne, c'est-à-dire les rois, les électeurs dans l'Empire, le duc de Parme, le grand-duc de Toscane, c'est-à-dire des princes qui ont véritablement une souveraineté sur une région. Et puis l'empereur, nous avons aussi mis le pape, évidemment, puisqu'il était à la tête des États pontificaux. Alors, à côté de ces titulaires de la souveraineté, qui peuvent être des femmes, parfois, des tsarines ou des reines en Angleterre, nous avons pris leurs épouses, parce qu'elles participent à la souveraineté du prince. Dans le mariage chrétien, ils ne font plus qu'une seule chair, et donc nous avons décidé de les considérer ensemble. Nous avons pris aussi les fils et les filles de rois.
pas les neveux et nièces, mais les fils et les filles de rois, dans la mesure où ils sont prédisposés, en quelque sorte, si leur père décède, à devenir les titulaires de la souveraineté. Ils sont considérés comme ayant potentiellement, en quelque sorte, la souveraineté dans leur sang. Alors, nous n'avons pas pris, par exemple, les princes de l'Église, à l'exception, c'est-à-dire les cardinaux, à l'exception des princes des cardinaux de famille, qui sont en général des enfants qui appartiennent à des familles souveraines et qui ont été placés cardinales, que ce soit chez les Gonzague à Mantoue, que ce soit chez les Médicis en Toscane, chez certains Habsbourg, et nous les avons considérés comme étant partie prenante de cette société des princes, parce qu'ils jouent un rôle évidemment dans cette société des princes, qu'ils sont distingués des autres cardinaux, et qu'il leur arrive même de quitter la pourpre pour devenir, par exemple, grand-duc de Toscane ou duc de Mantoue, lorsque leur frère est décédé. Et donc, à cet égard, puisque les épouses des rois et des princes sont considérées dans votre étude, est-ce que les princesses ont la même place que les princes? Oui, quand on reçoit... Alors, dans l'enquête, ce que l'on a approuvé, c'était quand même que c'était plutôt des princes qui se rencontraient, parce que la mobilité des princesses, statistiquement, est moindre. Certes, il y a les princesses qui se déplacent pour aller se marier à l'étranger. Mais sinon, le grand tour est surtout une pratique masculine. Les héritiers, parfois, circulent avant d'avoir pris épouse. Donc, c'est surtout des princes qui se rencontrent. Même si, lorsqu'ils se rendent dans un pays, ils vont visiter le souverain et, en général, ensuite, ils vont voir son épouse dans la foulée. Mais, lorsque ces princesses se déplacent, elles sont considérées soit au même titre que leur époux, c'est-à-dire quand une infante espagnole va épouser l'empereur à Vienne, elle est accueillie en Italie comme étant la future impératrice, ou comme une archiduchesse quitte Vienne pour devenir reine d'Espagne, elle est considérée comme reine d'Espagne quand elle traverse l'Italie. Donc le rang de leur époux, finalement, leur réserve le même traitement. Et d'autre part, si d'aventure leur époux est d'un rang inférieur à celui de leur naissance, elles vont on va leur offrir la possibilité d'être reçues comme, fille de France plutôt que comme duchesse de Lorraine, ou d'être reçues comme archiduchesse en Italie plutôt que comme duchesse de Mantoue ou duchesse de Modène. Donc il y a un alignement finalement lors de la rencontre sur le titre qui correspondrait le mieux. Je dirais le titre qui est le plus prestigieux dans le couple. Et donc il arrive que quand monsieur et madame, lui étant duc, mais madame étant archiduchesse, se présentent, tous les honneurs qui sont dus au couple sont avant tout alignés sur le statut de l'épouse plutôt que sur le statut de l'époux. Alors, on sait que les princes se marient dans l'Europe moderne, mais quels sont les principaux motifs de rencontre entre les princes? Est-ce que les mariages et les alliances familiales ont un poids particulier, sont source de rencontres? Finalement, y a-t-il des motifs principaux de rencontres? Alors, l'enquête statistique a permis de fournir des tableaux qui évaluent les différents motifs de rencontre. Il y a tout d'abord aujourd'hui tout ce qui attire les foules, les émissions de télévision, les grandes cérémonies, les couronnements, les mariages princiers. À l'époque, les baptêmes princiers, les funérailles princières, ça ne draine, les couronnements, les prestations de serment, ça ne draine pas la société des princes. Ils organisent des pompes funèbres à Paris pour les souverains qui sont morts à l'étranger. Quand le roi d'Espagne meurt ou l'empereur, on organise des pompes funèbres à Paris, in absentia corporis, pour honorer, mais on ne se rend pas à Vienne ou à Rome pour assister aux funérailles. Alors les mariages, on a longtemps cru que les mariages ne drainaient pas finalement la société des princes, parce que très souvent le mariage se faisait par procuration. Or, en fait, on a dans l'enquête à peu près une dizaine de % de rencontres qui sont occasionnées par le mariage. Car même s'il y a eu mariage par procuration, la princesse qui rejoint son époux donc dans son royaume, puisque le principe est quand même celui de la virilocalité, c'est-à-dire l'épouse va vivre au domicile de son époux,
elle est souvent accompagnée par un frère, une jeune fille ne circule pas seule, ou par sa mère. De sorte que les rencontres, les mariages sont l'occasion de rencontres. Et puis, ces princes qui circulent en Europe et seuls ont parfois, à l'occasion de leur déplacement, traversé des cours où ils ont pu repérer les filles avec qui ils étaient susceptibles de convoler. Et même si le choix des parents et les choix politiques sont déterminants, les affinités peuvent entrer en ligne de compte, et le fait d'avoir repéré en quelque sorte les jeunes filles avant peut être finalement considéré comme participant à ces rencontres liées au mariage. Alors, les rencontres, quels sont leurs motifs ? Il y a tout d'abord la guerre et la paix. Même si statistiquement, durant notre époque, eh bien, ça a tendance à diminuer. Je dirais qu'au XVIe siècle, on a tendance à se rencontrer plutôt pour essayer de négocier la paix ou éviter la guerre, alors qu'au XVIIIe siècle, les princes ne s'occupent plus de ces questions de prévention de la guerre ou de pacification après un conflit, mais se rencontrent plutôt pour signer des alliances militaires, assister à des revues militaires, se rendre dans des académies militaires, et puis éventuellement se rencontrent parce qu'ils sont sur le chemin de la guerre. Il y a un paradoxe qui est que au XVIe siècle, la rencontre princière est dangereuse, mais lorsqu'ils se rencontrent, c'est pour la paix, alors que finalement, au XVIIIe siècle, si je caricature un peu, eh bien, ils ne craignent plus pour leur personne, mais les rencontres ont de plus en plus pour motif eh bien, la culture militaire des princes. Ce qui progresse durant notre période, c'est les voyages liés au grand tour, à la connaissance du monde, au voyage de divertissement. Alors on pourrait dire, finalement, il y a une forme de privatisation de ces voyages et les intérêts d'État ne sont plus en jeu, sauf qu'il n'y a pas que la connaissance du monde qui est en jeu. Il y a la reconnaissance par leurs homologues de leur statut, donc c'est un jeu de reconnaissance mutuelle qui se joue, et puis il y a aussi pour eux la question de la reconnaissance par ce qu'on appelle l'opinion publique. Ces princes vont de plus en plus non seulement rencontrer pas tant leur père que se mêler avec la noblesse, aller au théâtre, aller dans les salons et en quelque sorte essayer de se constituer une reconnaissance pas seulement par leur père mais aussi par l'opinion publique. Et donc si on extrapole un peu cette réflexion, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des rencontres sans intérêt politique qui ont lieu finalement ? On pourrait penser qu'à partir du moment où ce n'est pas un voyage officiel, mais un voyage incognito, on en reviendra tout à l'heure, eh bien, il n'y a plus que la sensibilité des princes qui est en jeu. Je crois que tout voyage, même d'un prince qui circule le plus librement et le plus privativement possible, a une dimension politique. Parce que, outre ces voyages, ces rencontres de passage faites à l'occasion d'un déplacement, ce qui progresse aussi considérablement entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ce sont les rencontres familiales. Au fond, au XVIe siècle, une princesse quittait sa famille, un frère monté sur un trône distinct de celui de son autre frère, et puis, sauf éventuellement pour une diète, un congrès, ils ne se revoyaient plus. Regardez, Charles Quint et Ferdinand, ils ne se sont pas vus énormément, ces deux frères-là. Au XVIIIe siècle, il y a énormément de rencontres entre des parents et des enfants. Les enfants ont quitté le domicile parental, donc le royaume, souvent les filles de leur père. Eh bien, il y a des rencontres, soit parce que, eh bien, par exemple, Louis XV, qui a eu beaucoup de filles, n'en a marié qu'une, elle est devenue duchesse de Parme, par 3 fois, elle est venue voir son père en France. Alors que quand Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV, a quitté son père Philippe IV d'Espagne, ils ne se sont jamais plus revus. Marie-Antoinette, par exemple, qui est restée dans l'histoire sous le nom de Habsbourgeoise, a rencontré ses frères parce que aussi bien son frère Ferdinand, son frère Joseph sont venus, Maximilien également, la voir à plusieurs reprises. Je crois qu'il y a 5 rencontres de Marie-Antoinette avec ses frères et sœurs, ses frères surtout, à Versailles. Ce qui montre que les relations familiales perdurent. Et c'est en quelque sorte l'amitié des princes qui se joue
et qui peut avoir une connotation quand même politique. Alors, vous avez rapidement évoqué le voyage incognito. Qu'est-ce que le voyage incognito des princes ? Alors, il se trouve qu'au XVIe siècle, la plupart des voyages princiers sont des voyages officiels, avec des escortes lourdes en termes de bagages, de courtisans, de domestiques, et puis une escorte militaire. Cela peut représenter de véritables villes ambulantes avec plusieurs milliers de personnes. Ces rencontres, d'ailleurs, très souvent, on le verra peut-être à un autre moment, sont des rencontres où on se voit sur des frontières, sur un fleuve, parce qu'on hésite à s'aventurer chez l'autre. Tout cela est donc très protocolaire, très lourd, très onéreux, aussi bien pour celui qui se déplace que pour celui qui reçoit. À la fin du XVIe siècle, on voit se développer, non pas un voyage clandestin, mais un voyage incognito, où tout le monde sait parfaitement qui est le prince. Sauf que celui-ci, en déplacement à l'étranger, a décidé de ne plus apparaître sous le nom de roi de France ou d'archiduc ou d'empereur, mais il a décidé de prendre souvent un titre nobiliaire, un titre de comte, de marquis, et il circule sans vouloir être trop accaparé par une suite nombreuse, coûteuse, qui le ralentit dans ses déplacements, et il ne veut pas non plus être, en quelque sorte, enfermé dans le carcan des harangues que les notables vont lui adresser à l'entrée dans une ville, des entrées qu'il va devoir faire, de tout ce rituel protocolaire. Et donc ces princes veulent vivre dans leur liberté pour circuler plus économiquement, plus discrètement, et pouvoir en quelque sorte aller où ils veulent, sans forcément entrer dans des théâtres, etc., sans vouloir que tout l'apparat du décorum qui doit les entourer normalement soit déployé. C'est donc un moyen pour le prince de rester souverain. Tout le monde sait qui ils sont et il faut d'ailleurs être prudent dans les égards qui leur sont réservés, tout en finalement ne leur infligeant pas un protocole trop lourd. Alors le voyage peut être incognito et la rencontre ne pas l'être. Mais on peut aussi avoir des rencontres qui sont incognito, c'est-à-dire que on va alléger pas seulement le voyage, toutes les obligations cérémonielles qui ont lieu lors d'un déplacement, mais on va aussi faire en sorte que dans la rencontre incognito, eh bien, les deux souverains qui se rencontrent ne soient pas embarrassés par le protocole de cour, car si le rapport hiérarchique entre deux princes est à peu près évident, la question du prince étranger qui vient à la cour, mais qui n'est pas de la cour, provoque toujours le problème du rapport hiérarchique, par exemple, entre un duc de Mantoue et un grand d'Espagne, qui lui aussi peut être duc et plusieurs fois duc, sauf que l'un est un duc souverain, alors que l'autre est quand même le sujet du roi de Castille ou du roi d'Aragon. Donc il y a des voyages incognito et des rencontres incognito, et il y a une inflation au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle de ce mode, en quelque sorte, de déplacement. Et si on raisonne un petit peu en miroir, est-ce qu'on peut dire que plus un prince est puissant, moins il se déplace, et plus il reçoit les autres princes, finalement ? Ça dépend à quelle époque on se positionne. Au XVIe siècle, la sédentarité n'a rien à voir avec la souveraineté. Tout simplement parce que les princes sont souvent à la tête de monarchies composites. Ils doivent donc se déplacer dans les différents territoires. Et d'autre part, parce que le gouvernement aussi est itinérant. Et par conséquent, si l'on ajoute à ça la guerre, que les princes font toujours souvent à la tête de leur armée, eh bien, les grands princes bougent beaucoup. Charles Quint a beau être le premier des princes, il circule beaucoup. François Ier, en raison de la guerre, circule aussi, et un certain nombre de rencontres en Italie. Même au début du XVIe siècle, les papes circulent encore pour rencontrer le roi de France, l'empereur, à Bologne, à Nice, à Busseto, à Lucques, ils sortent de leur domaine. Après, ce sera moins le cas. Alors c'est vrai que dans la deuxième moitié du XVIe siècle, il y a un modèle qui s'impose un peu, c'est le modèle espagnol. C'est-à-dire que Philippe II
a beau être à la tête d'une monarchie composite, puisqu'il est à la fois duc de Brabant, roi de Naples, duc de Milan, roi du Portugal, etc., il a tendance à rester assez sédentaire, et du coup, ce sont les princes qui viennent à lui. Et au XVIIe siècle, on a effectivement une sédentarisation des princes les plus puissants, et pour les plus modestes, eh bien, des voyages, notamment de princes italiens qui viennent en France ou en Espagne. Au XVIIIe siècle, c'est plutôt des princes allemands qui se déplacent, soit pour venir en France, soit pour venir en Italie. Néanmoins, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, un certain nombre de grands princes, des rois de Suède, des rois du Danemark, des rois et puis l'empereur évidemment, Joseph II notamment, n'hésitent pas à circuler et donc à dissocier à nouveau sédentarité et souveraineté. Et donc lors de ces moments de mobilité, ces moments de rencontre, est-ce que le respect mutuel des princes est systématiquement garanti à l'époque moderne ? C'est une vaste question, c'est pour ça que le livre d'ailleurs s'appelle « Comment la confiance vient au prince ». Parce que le terme rencontre, à la fin du Moyen-Âge et au début du XVIe siècle, c'est un terme qui est un terme tout d'abord militaire et qui est associé au guet-apens, à la surprise. Bref, la notion de rencontre ne baigne pas du tout dans une vision démonique où c'est bien de se rencontrer parce que la découverte de l'autre. C'est plutôt la méfiance qui prédomine. Il y a un risque. La rencontre en termes militaires, c'est la surprise, alors que la bataille, c'est ce qui est programmé. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de penseurs, Comines, Machiavel, mais d'autres aussi, René de Lucinge, Richelieu lui-même, déconseillaient les rencontres princières, parce qu'il y a de mauvaises rencontres. Notamment, il y a le souvenir de Montreux en 1419, lorsque, à la faveur de la rencontre entre le dauphin et le duc de Bourgogne, le dauphin fait trucider le duc de Bourgogne. Quelques années plus tard, c'est la rencontre entre Louis XI et Charles le Téméraire à Péronne, où l'un est retenu prisonnier par l'autre, c'est-à-dire que le roi de France est retenu séquestré par le Téméraire, et il y a une longue réverbération de ces épisodes traumatiques dans l'histoire des rencontres européennes. En 1519, par exemple, les conseillers de François Ier déconseillent de Charles Quint, lui déconseillent de rencontrer François Ier parce qu'on est 100 ans après l'épisode de Montreux et qui sait si on ne va pas profiter de la rencontre pour jouer un mauvais tour à l'autre. Et cette méfiance, elle persiste jusqu'au milieu du XVIIe siècle. C'est-à-dire que il y a toujours le risque d'être retenu contre son gré, de se voir extorquer des concessions que l'on n'est pas prêt à faire, mais sous la contrainte. Et cela peut être très trivial. Regardez Philippe le Beau, il s'embarque pour rejoindre l'Espagne, il est duc de Bourgogne, c'est le père de Charles Quint, il rejoint l'Espagne, une tempête contraint ses navires à se réfugier dans des ports anglais. Il est très bien accueilli par Henri VII, mais pour repartir d'Angleterre, il doit signer un traité assez léonin finalement, un peu sous la contrainte. Donc, et puis il y a des souverains qui sont retenus prisonniers. Ils étaient venus pour essayer d'épouser une princesse espagnole, par exemple le futur Charles Ier d'Angleterre. Il se rend à Madrid. Il va un peu être retenu contre son gré parce qu'il refuse de se convertir. Il est de la religion de l'Église d'Angleterre. Refuse de se convertir. On a aussi quelques princes scandinaves qui se rendent en Russie dans les années 1640 et qui sont retenus contre leur gré à Moscou. Alors tout ça disparaît justement dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, à l'âge classique et aux Lumières, et c'est d'ailleurs acté par les grands théoriciens du droit international, Grotius, Vattel, Bielefeld, etc., qui considèrent qu'il n'est plus possible, il n'est plus admis désormais que le prince qui voyage soit considéré comme un simple particulier, un simple quidam. Désormais, on considère que l'on ne peut pas profiter de la venue d'un prince pour chercher à lui nuire. Et c'est pour ça que l'ouvrage s'est intitulé « Comment la confiance vient au prince ». On ne va plus chercher à le retenir pour essayer de lui extorquer des territoires. Et donc, on a essayé de répondre à la question de savoir, mais comment la confiance a-t-elle été construite entre le XVIe et le XVIIIe siècle pour que les princes, finalement,
se déplace sans escorte, sans avoir échangé des otages, et s'aventure comme Joseph II, par exemple, en Crimée, avec peut-être 30 ou 40 personnes, alors qu'il va être accueilli en Crimée par Catherine de Russie, qui vient de conquérir la Crimée, et qui a par conséquent énormément de soldats à ses côtés. Et donc justement, si on se demande comment les princes parviennent à établir une confiance, est-ce qu'il y a des dispositifs de sécurité qui sont mis en place, des personnes qui sont chargées de la sécurité des princes, et est-ce que cela contribuerait au renforcement de la confiance, à l'apaisement de la méfiance, ou alors c'est d'autres formes de... Non, la sécurité des princes au XVIe siècle, très souvent, elle est garantie par eux-mêmes. C'est-à-dire que les princes vont venir avec une escorte militaire, vont se rencontrer dans des limites de souveraineté, ils vont se rencontrer ils vont se voir sans se recevoir. C'est-à-dire que, par exemple, l'entrevue du camp du Drap d'Or, le roi d'Angleterre est à Calais, mais il est chez lui à Calais à l'époque. Le roi de France est installé à Boulogne, et puis on va se rencontrer dans un no man's land intermédiaire, que ce soit au moment du Drap d'Or ou que ce soit lors de la rencontre de 1532 entre Henri VIII et François Ier. Mais c'est la même chose lorsque, finalement, le roi de France rencontre le pape, il le rencontre à Marseille. François Ier rencontre le pape à Marseille. Il rencontre Charles Quint à Aigues-Mortes. À Nice, le pape, Charles Quint et François Ier sont là. Il n'y a eu que des entrevues bilatérales et il y a un très gros dispositif militaire. Alors, au XVIe siècle, lorsque, par exemple, Charles Quint s'aventure en France ou lorsqu'il se rend à Rome, dans ces cas-là, il s'aventure au cœur du dispositif de princes qui peuvent être considérés comme ses rivaux, voire ses adversaires ou ses ennemis passés. Et dans ces cas-là, il faut essayer d'accueillir en s'abandonnant pour celui qui vient à celui qui accueille. Et donc, il s'agissait de voir comment s'est construite cette confiance, indépendamment de ces rencontres où chacun était de son côté avec son armée, où éventuellement on échangeait des otages, etc. Et donc il y a deux dispositifs qui nous sont parus essentiels dans la construction de cette confiance. C'est tout d'abord le déploiement de l'hospitalité, qui fait qu'en Europe, dans tous les États, il y a un dispositif d'hospitalité qui fait que le souverain qui vient, qu'il soit en voyage officiel ou en voyage officieux, incognito, eh bien, va se voir accueilli à la frontière. Son transport, sa suite vont être hébergés sur le déplacement, sur leur itinéraire. On va pas fouiller leurs bagages, on va pas les soumettre à des droits de douane intérieurs. Et puis, quand ils vont arriver, que ce soit à Paris, à Madrid, à Ferrare, à Mantoue, ils vont être logés, alors dans des résidences princières, et ils vont être défrayés. De sorte que l'hospitalité, ils vont être divertis aussi par une multitude de spectacles. L'hospitalité a participé de la construction de la confiance entre les princes. Et à la rigueur, l'hospitalité, elle peut être accordée sans même qu'il y ait d'entrevue. À Venise, par exemple, j'ai fait le décompte, il y a à peu près 90 princes qui sont passés à Venise, qui ont été accueillis, défrayés par la République de Venise, et finalement, il y a sur ces 90 rencontres, il y a peut-être que 30 ou 40 rencontres, 3 ou 40 princes qui ont véritablement rencontré le doge. Et le reste, l'hospitalité a été accordée parce que c'est un honneur que ces princes font à la Sérénissime que de traverser le territoire, et en même temps, la Sérénissime, évidemment, honore celui qui vient. L'autre dispositif qui a permis la construction de la confiance, c'est le cérémonial princier. L'apparition de maîtres des cérémonies, l'apparition de registres dans lesquels on consigne les visites pour essayer d'établir une jurisprudence, se met véritablement en place dans les pays européens au XVIe, XVIIe siècle. Et finalement, ce sont plus tellement les héros d'armes qui sont chargés d'organiser les rencontres, ni d'ailleurs les institutions type le Parlement qui est
conservé dans ces registres en France la mémoire de ces rencontres princières qui étaient des cérémonies d'État. De plus en plus, c'est le maître des cérémonies, l'introducteur des ambassadeurs. Alors, ils ont des noms différents selon les différentes cours. Donc, le cérémonial et l'hospitalité ont été des moyens de construire la confiance. Il est évident que le cérémonial, ça n'est pas uniquement la règle du précédent qui fixe les préséances. C'est aussi les circonstances qui fait que le maître des cérémonies, le prince qui vient, mais le prince qui reçoit, négocie un peu les conditions de l'entrevue. Et parfois, pour alléger ce cérémonial qui peut être embarrassant, eh bien, on a recours à la rencontre incognito, mais aussi au développement, notamment au XVIIe, XVIIIe, de la politesse, qui fait que celui qui reçoit n'est pas obligé d'exiger, en quelque sorte, de la part de celui qui vient, tous les honneurs qui lui sont dus si celui qui reçoit est plus puissant que celui qui vient, et inversement, celui qui vient et qui est d'un rang plus puissant a la courtoisie de ne pas exiger toujours que l'on s'agenouille devant lui, etc., alors que celui qui le reçoit est quand même chez lui. Et justement, vous employez le terme de cosmopolitesse. C'est un terme vraiment intéressant et à la fois spécifique. Est-ce qu'on peut dire que la cosmopolitesse devient une sorte de code pour se recevoir l'un et l'autre dans de bonnes conditions? Oui, c'est pas seulement un impératif moral et chrétien que d'être hospitalier à l'égard des étrangers. C'est véritablement une société des princes qui va abandonner cette méfiance et même ces coups tordus que l'on pouvait pratiquer au XVIe siècle ou au XVe siècle, pour substituer à cela l'idée qu'il y a une espèce d'impunité de la société des princes. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible, enfin une immunité plutôt, de la société des princes. Il n'est plus possible à un prince, sauf à se mettre au banc finalement de la société des princes, de chercher à nuire à celui qui vient. Et donc c'est pour ça que cette société des princes, qui est cosmopolite, mais qui ne fait pas une cosmopolitique, puisqu'on a bien vu que les intérêts d'État, la guerre, restaient importants, cette société des princes, quand même, progressivement, se construit autour de règles, de circulation, d'hospitalité, de courtoisie, qui sont affranchies des intérêts d'État qui peuvent aller jusqu'à la guerre, etc. Donc, au fond, à un moment donné dans le livre, d'ailleurs, j'ai pensé à cette phrase de Valéry, qui est au fond, la guerre, c'est des gens qui s'entretuent sans se connaître au profit de gens qui ne s'entretuent pas et qui se fréquentent et qui se connaissent. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au XVIe siècle, les souverains sont sur les champs de bataille, risquent parfois leur vie, peuvent tomber captifs d'un autre prince. Au XVIIIe siècle, désormais, les princes sont à l'abri des avanies qu'ils infligent à leur population au nom des intérêts d'État. Par exemple, il y a un contrôle de plus en plus grand des circulations des populations en Europe. Les princes sont un peu affranchis de cela. Ils peuvent même changer à leur guise d'identité. Vous voyez, ils n'ont pas besoin tellement de passeport. Ils sont affranchis des contrôles d'identité, de douane, etc. Ce qui montre qu'il y a une société là qui construit cette espèce de cosmopolitesse, mais qui n'est réservée finalement qu'à une fine couche de la société européenne. Et on sait que les ambassadeurs jouent un rôle, bien sûr, dans les rencontres diplomatiques. Alors, est-ce que les ambassadeurs ont la même reconnaissance que les princes à l'étranger, les mêmes droits? Et quel rôle jouent-ils lors des rencontres? Alors c'est vrai qu'on aurait pu penser que puisque le système des ambassadeurs en résidence permanente, munis d'une délégation de signature, se met en place au XVIe siècle, les princes n'auraient plus besoin de se rencontrer. Le paradoxe, c'est que lorsque se met en place ce réseau de résidents, de plénipotentiaires, d'ambassadeurs, ils vont très vite avoir une immunité au XVIe siècle que les princes n'ont pas.
Un prince, c'est être prince chez soi, dit l'un des juristes que je cite, Gentili. Le prince, il est prince chez lui. Dès qu'il sort de son royaume, il est un particulier comme un autre, au XVIe siècle. Alors que l'ambassadeur, lui, s'est vu progressivement reconnaître des prérogatives, une immunité qui fait qu'il porte la dignité de son maître. Et il est paradoxal de voir qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, les ambassadeurs sont parfois plus arc-boutés sur la défense des prérogatives de préséance de leur maître que ceux-ci qui circulent incognito et qui laissent finalement les questions de préséance être principalement défendues par leurs ambassadeurs. Il suffit de voir par exemple ce qu'on appelle la grande ambassade de Pierre le Grand à Vienne en 1698. Pierre le Grand accompagne ses ambassadeurs, c'est pas ses ambassadeurs qui l'accompagnent. Il voit lors d'une fête en forme de fête villageoise où l'empereur du Saint-Empire joue le rôle d'hôtelier et qui accueille quelqu'un qui est déguisé en voyageur et qui est le tsar, alors que dans le même temps, les ambassadeurs russes n'ont toujours pas eu l'audience officielle auprès de l'empereur. Donc, il y a une espèce de dissociation des rôles. Le prince voyage incognito, rencontre ses pairs sans trop s'embarrasser de questions protocolaires, même si il faut quand même lui témoigner des égards dus à son rang, pendant que les ambassadeurs discutent véritablement, fermement, pas seulement des intérêts politiques, mais également de la reconnaissance, d'où les conflits très célèbres à Rome, à Londres, est-ce que l'ambassadeur d'Espagne ou de France a le droit de laisser la priorité au carrosse de l'ambassadeur de France, enfin vous voyez, ou la violation des quartiers diplomatiques à Rome, enfin bon, non, les princes, quand ils circulent, ne sont pas confrontés à tous ces incidents diplomatiques. Et y a-t-il des gestes particuliers, des facultés particulières que les princes utilisent, des protocoles qui leur permettent de bâtir une relation de confiance? Prennent-ils des moyens au moment de la rencontre pour démontrer leur souveraineté? Et y a-t-il des codifications de ces gestes? Non, je crois que les princes n'entendent pas, lorsqu'ils rencontrent un autre prince, profiter de l'occasion pour trop en imposer à leurs visiteurs. Chacun sait qui l'autre est, quel est son rang dans cette société des princes qui est hiérarchisée. Comment est-ce qu'ils peuvent établir la confiance? À travers tout d'abord le respect justement des égards qui sont dus. Est-ce qu'on va s'avancer pour accueillir celui qui vient? Est-ce qu'on va ôter son chapeau ou garder son chapeau? Est-ce qu'on va lui offrir la main droite ou la main gauche? Est-ce qu'on va lui offrir un fauteuil à bras ou un simple tabouret? Tout ça, ce sont en quelque sorte les préliminaires de la rencontre. Après, il peut se créer ou ne pas se créer une certaine intimité à la faveur des chasses, des spectacles, du fait qu'ils vont rester plus ou moins longtemps. Mais alors, difficile de savoir à quel degré d'affinité les princes qui se rencontrent sur quel degré ça a pu déboucher. Je pense par exemple que le roi de Pologne, Stanislas, le futur duc de Lorraine, a rencontré Frédéric de Prusse et il s'en est suivi une correspondance suivie entre eux, ce qui témoigne que là, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais c'est vrai que Joseph II qui rencontre Louis XVI, l'idée c'était quand même que les deux beaux-frères s'entendent. Bon, après, je ne crois pas qu'il y ait eu d'affinité plus grande que cela entre eux. Mais au fond, c'est pas la question. La question est du point de vue politique qu'ils aient été reçus, qu'ils se soient connus, qu'ils se soient éventuellement jugés, jaugés, puisque si les princes éprouvent le besoin de se voir, c'est pas seulement pour la reconnaissance mutuelle, c'est aussi pour connaître. C'est pour ça que certains sont d'ailleurs méfiants. Louis XIV déconseille, quand on ne connaît pas trop un dossier, de recevoir un prince étranger, parce qu'il y a le risque d'être en quelque sorte démasqué.
et le prince doit rester impassible, doit en quelque sorte conserver certains secrets en lui, et la rencontre expose les princes à un dévisagement mutuel. C'est la raison pour laquelle il y a toujours une part de retenue. D'ailleurs, c'est une proche de Marie-Antoinette qui dit que quand le couple royal reçoit des princes étrangers, ils se sentent toujours moins à l'aise qu'avec leurs propres courtisans. Il s'agit d'éviter l'impair, le mot qui fâche. On leur dit par exemple qu'il faut éviter de faire des rencontres. Le terme de rencontre, dans la langue du XVIe, XVIIe siècle, il peut être synonyme de mots d'esprit, de saillie, de bonne répartie. Lors des rencontres, il faut éviter ce type de rencontre, parce que il faut éviter de faire de l'humour avec un étranger, parce qu'il risque de mal le prendre, ou alors il risque d'avoir plus d'humour, et par conséquent, ce ne sera pas à la gloire de celui qui reçoit. Donc finalement, les rencontres ne sont pas forcément le moment le plus approprié pour montrer sa puissance, pour que le prince dévoile sa puissance. Si, on va montrer sa puissance à travers le faste des divertissements, les cadeaux qui vont être offerts, le déploiement de troupes lors d'une revue militaire. Donc là, on va montrer, en quelque sorte, on va faire visiter les monuments, les manufactures, les hôpitaux, quand la sensibilité philanthropique se développe au XVIIIe siècle. Mais il ne s'agit pas, il s'agit d'éviter une comparaison des égaux, c'est-à-dire des personnes. Parce que certains princes sont beaux, d'autres sont laids, certains ont des facultés oratoires, d'autres n'en ont pas, certains sont bègues, etc. Il s'agit d'éviter ce type d'embarras où on les comparerait, comme aujourd'hui on les compare. Il faut dépersonnaliser au plus, une espèce de désidentification en quelque sorte, pour au contraire, lorsqu'on accueille, montrer tous les atouts qu'a la cour de Vienne, la cour de Rome ou la cour de Versailles. Et est-ce précisément cela que les princes recherchent lors des cérémonies qu'ils organisent, les entrées de ville? Les entrées de ville, il y en a surtout au XVIe. Au XVIIIe, il n'y en a plus. L'entrée, c'est un paradoxe parce que c'est un spectacle qui est offert à un prince étranger, alors que l'entrée n'est pas seulement un rituel d'hospitalité, mais c'est aussi un rituel politique, puisque l'entrée au XIVe, XVe, XVIe siècle encore, était considérée comme un des moments où les bonnes villes, en quelque sorte, reconnaissent l'autorité de leur propre souverain. Alors, il est quand même paradoxal d'offrir ce rituel politique qui lie les bonnes villes à leur souverain, de l'offrir à un étranger. Et il y a d'ailleurs des questions. Faut-il offrir les clés de la ville à un souverain étranger? Or, très vite, les entrées ont été accordées aux princes étrangers, justement en témoignage d'hospitalité. C'est-à-dire qu'on va accueillir celui qui vient dans un adventus, en quelque sorte, une entrée. Les entrées, par exemple, de Charles Quint à Paris, François Ier est très discret, c'est aux armes de l'empereur, ça n'est pas à la gloire du roi de France, mais ça témoigne aussi de la puissance de celui qui reçoit, à travers le faste qui est déployé, et c'est aussi, au fond, la reconnaissance de l'honneur que fait l'empereur de s'aventurer en France, à Paris, sans escorte militaire. C'est pas une entrée d'un souverain conquérant dans une ville, c'est un rituel d'hospitalité et pas uniquement un rituel politique qui lie le souverain à ses propres bonnes villes. Donc je crois que l'entrée, évidemment, va disparaître ensuite comme cérémonie au XVIIe, deuxième XVIIe et au XVIIIe siècle, parce que le prince qui circule incognito ne veut pas se trouver embarrassé par ces défilés publics, etc., même si les populations, elles, adorent ces spectacles. Autant les populations n'aiment pas trop voir leur propre prince partir à l'étranger, autant elles sont très curieuses de voir les étrangers venir en quelque sorte en France ou à Venise. Il y a des débats, par exemple, à Venise, où la République est déçue
de voir l'empereur venir incognito, parce que ça prive en quelque sorte la République vénitienne de pouvoir déployer tout son faste, non seulement à l'égard du visiteur, mais aussi d'organiser de grandes festivités qui plaisent à la population. Et dans le contexte des guerres de religion, est-ce que finalement la religion est un critère plutôt attractif ou répulsif lors des... Alors je dirais pas les guerres de religion, parce que les guerres de religion, c'est avant tout des guerres civiles. C'est plutôt la question que vous posez, c'est au fond l'apparition de la réforme protestante a fracturé la chrétienté. Jusqu'à présent, il y avait des occasions de rencontres offertes par la chrétienté. Le fait, par exemple, que les princes partaient parfois en croisade ensemble. Alors, il y a quelques princes italiens qui continuent d'aller, en quelque sorte, sur la frontière hongroise pour combattre le turc, mais enfin, ça n'est plus massif. Regardez, par exemple, à la bataille de Lépante, qui est conçue comme une croisade. Il y a le capitaine général, c'est un bâtard, c'est Don Juan d'Autriche, et je crois que le prince le plus insigne qui est présent, c'est le duc d'Urbino. Il n'y a pas le roi de France, il n'y a pas le roi d'Espagne en personne. Donc, la chrétienté offrait à travers les croisades, à travers les conciles, à travers les pèlerinages internationaux, l'opportunité pour les princes de se croiser. Or, finalement, la croisade ne relève plus que d'un imaginaire qui ne trouve pas de réalisation concrète. Les princes pèlerinent de moins en moins à l'extérieur de chez eux. Ils y envoient des pèlerins, en quelque sorte, par procuration. Et puis, de toute façon, le pèlerinage est un moment d'humilité qui ne se prête pas tellement aux mondanités de la rencontre. Les conciles, le concile, par exemple, de Trente, les princes n'y viennent pas, alors qu'un siècle et demi auparavant, l'empereur avait convoqué les conciles de Constance, etc. Désormais, les princes n'y viennent pas parce qu'on ne veut plus les y voir. Alors, là-dessus arrive la fracture entre catholiques et protestants. Et effectivement, on aurait pu penser que cela allait dissuader les rencontres. Sauf que les relations diplomatiques n'ont pas été confessionnalisées. Vous avez des princes catholiques et protestants qui peuvent être alliés ensemble et ils se rencontrent. Ensuite, il y a des rencontres qui ont été organisées dans une perspective religieuse. C'est celle, finalement, d'obtenir qu'un prince protestant se convertisse au catholicisme. Et un certain nombre de rencontres, aussi bien dans l'Espagne du XVIe siècle, où des princes musulmans viennent chercher la protection du roi d'Espagne, mais parfois se convertissent, ou au XVIIe siècle, des princes luthériens ou calvinistes qui se convertissent au catholicisme dans l'Empire, ces conversions ont lieu à l'occasion de rencontres. Et c'est des rencontres en forme de conversion, la plus célèbre, évidemment, étant la conversion à étapes de Christine de Suède, qui a progressivement, à la cour de Vienne et puis ensuite à Rome, officiellement abandonné la religion luthérienne en rencontrant des princes catholiques, Habsbourg ou le pape. Et donc finalement, à la fin de votre ouvrage, vous proposez quelques cartes. En quoi ces cartes vous ont aidé pour l'analyse des rencontres et quelles grandes observations vous avez pu en tirer? Je pense que les cartes ont été la validation de plusieurs choses qu'on avait constatées statistiquement avant de les cartographier. Tout d'abord, le fait qu'il y a des zones de rencontres importantes en Europe, c'est l'Italie et c'est l'Allemagne. Alors vous allez me dire parce qu'il y a beaucoup de princes dans ces régions-là. Mais c'est intéressant parce que il y a des angles morts en Europe. L'Angleterre, la péninsule ibérique ne sont pas des lieux de rencontre. Et pourtant, ce sont au XVIe siècle pour l'Espagne et au XVIIIe siècle pour l'Angleterre des sièges de puissance. Alors quand les rois d'Angleterre rencontrent des princes au XVIIIe siècle, c'est très souvent sur le continent parce qu'ils sont aussi électeurs de Hanovre. Donc, premier élément, il y a une géographie des rencontres qui montre qu'il y a une espèce d'axe européen médian qui irait, je dirais, avec un détour par Paris, mais qui irait de Rome jusqu'à Bruxelles, en passant par Vienne. Autre élément aussi, c'est qu'au XVIe siècle, il y a une très grande dispersion des rencontres princières,
alors qu'au XVIIIe siècle, on a une concentration dans des villes de résidence ou des capitales. Ce qui montre que l'hospitalité fait que, désormais, on se rencontre, par exemple en France, non plus aux frontières, mais on se rencontre à Versailles, ou à Paris, ou à Fontainebleau, ou à Saint-Germain-en-Laye. Ensuite, autre conclusion cartographique, c'est que vous venez de terminer en me posant une question sur la fracture religieuse. La ville qui a été celle où les princes se sont le plus rencontrés de toute l'époque moderne, que ce soit au XVIe ou au XVIIIe siècle, c'est Rome. Non pas parce qu'ils viennent voir le pape, mais parce qu'ils descendent en Italie, dans le cadre de voyages d'agrément, de grands tours, ils descendent parfois plus bas à Naples, et ils se voient à Rome. Alors, soit ils voient le pape, soit quand ils sont protestants, c'est un peu difficile, mais parfois ils le rencontrent, ou le futur tsar, Paul Ier, et puis ils se rencontrent entre eux. Le luthérien Gustave de Suède rencontre Joseph II, l'empereur catholique, à Rome, au XVIIIe siècle. Donc la cartographie a été intéressante de ce point de vue-là. Elle a montré justement une concentration dans certains lieux. Elle a montré aussi une hiérarchie des lieux de rencontre qui ne correspond pas forcément à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe des capitales. Il y a eu beaucoup de travaux sur l'Europe des capitales, 18e, 19e, 20e siècle. Au fond, durant toute l'époque moderne, il y a eu plus de rencontres princières à Ferrare ou à Mantoue qu'à Saint-Pétersbourg ou qu'à Madrid. C'est assez intéressant parce que justement, ça invite à ne pas trop rabattre les rencontres sur les puissances et d'autre part sur les lieux de la puissance que seraient les capitales, les résidences royales, les palais d'État. Oui, c'est vrai que cette visualisation cartographique est vraiment particulièrement utile pour le lecteur. Merci beaucoup Jean-Marie Le Gall d'être venu à notre micro. Merci de m'avoir interrogé et d'avoir lu le livre. Et il me reste à vous remercier, vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Je vous remercie d'avance. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.